Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre Malte Academy. Où nous allons échanger sur différents enjeux RH face à la crise actuelle et notamment le travail à distance et le management. Je me présente rapidement. Je suis Richard, Chief People Officer chez Malte. Les enjeux classiques pour moi et mon équipe sont le recrutement, l'engagement et le développement des talents dans un monde qui est toujours en train d'évoluer. Et c'est quoi Malte? Bon, avant tout, Malte est une community. C'est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Et depuis presque 7 ans, Malte vous permet d'accéder simplement et en toute sécurité à notre communauté de 180 000 experts dans le domaine du digital. Nous sommes 200 Malteurs et nous travaillons aujourd'hui avec plus de 90 000 clients, des entreprises de toute taille et dont 80% du CAC 40. Plus que 50% de notre communauté nous dit en fait qu'ils partagent déjà le temps entre le bureau et le télétravail. Mais évidemment, le contexte actuel, c'est très différent que l'habitude. Nous avons toujours fait les Malte Academy en interne et nous avons pris l'initiative dès le début du confinement de monter notre programme de formation et des conférences accessibles à tous afin de lutter contre l'isolement et garder les liens sociaux que nous avons tous dans nos vies professionnelles. Il y a deux autres initiatives que je partage avec vous. Nous avons une page dédiée pour tenir informer les freelances sur leur actualité par rapport à leur statut et essayer de leur apporter le maximum d'informations. Et enfin, il y a le hashtag Ready to Help, qui permet aux freelances d'indiquer sur le profil qu'ils se sont pourtant volontaires pour des projets visant à aider le corps médical. Je sais qu'on a déjà assisté à plusieurs projets, alors vraiment n'hésitez pas si vous êtes freelance. Aujourd'hui, je suis avec 3 DRH de Startup Tech. Alors, merci beaucoup à Maria, Jennifer et Mara qui vont nous partager leurs bonnes pratiques suite à la mise en place du télétravail à grande échelle dans les entreprises. Alors, je laisse maintenant le parole à Maria, Jennifer et Mara. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Maria, je travaille chez Lifen. Ça fait 1 an et demi que je suis chez Lifen et nous, on est une entreprise qui travaille dans la santé. Notre but depuis 2015, c'est vraiment de faciliter l'échange de documents médicaux entre hôpitaux, cliniques et praticiens. Et on est une centaine de personnes et on a une vingtaine de personnes un peu en télétravail partout en France. Donc, on avait un peu déjà cet ADN. Par contre, on a eu effectivement des challenges avec les confinements. Les premiers, c'était vraiment veiller à la santé de l'équipe, la santé morale et vraiment physique. Je ne sais pas, Mylène, si tu peux passer les slides. Du coup, effectivement, cette santé morale, c'est vraiment de prévenir les risques psychosociaux chez nous. On voulait vraiment pouvoir assurer que tous les collaborateurs et tous les parents notamment étaient tranquilles pendant ce confinement. Donc, on a bien mis en place une cellule psychologique pour les écouter, notamment pour ceux qui étaient en mauvaise situation de télétravail, petites à part, etc. Et pour les parents, c'était vraiment une prise en charge totale de tout ce qu'on pouvait mettre en place à distance pour eux. Effectivement, il y a aussi une notion des yoga, des mises en place de bien-être et seulement qu'on peut effectivement assurer pour eux. C'était un peu le plus gros focus pour nous à ce côté-là. Aussi, on a mis en place une notion d'activité pour garder les liens entre les équipes. Donc, pour nous, c'était un enjeu principal pour la population qu'on a au sein de l'entreprise, une population extrêmement jeune, 28-29 ans, de mettre en place effectivement des activités de divertissement pour garder ces liens-là. Nos équipes, ou en tout cas les équipes que moi j'ai, sont des collègues, mais sont aussi des amis, donc il fallait vraiment qu'ils puissent échanger entre eux. Donc effectivement, on a mis en place des channels en Slack, divertissement, pour différents échanges. Il y a eu des situations comme les Lifen Quiz qu'on met en place tous les jeudis en fin de journée pour
pour ne pas arranger effectivement l'activité et la journée, mais notamment pour essayer d'apprendre dans des thématiques différentes des personnes. Donc, celui qui a eu les plus, ou les deux qui ont plus des succès, ça a été Leaf and Babies. Donc, tout le monde envoie en photo et on essaye de deviner qui est qui. Et ça peut paraître assez basique, mais ça peut reconnaître quelqu'un avec lequel on n'a jamais parlé, lui dire « Ah, by the way, j'ai vu ta photo, trop marrant, trop drôle ». Il y a eu un autre comme les quotes du confinement sur Slack. Et je pense qu'effectivement, la partie Zoom Rooms est assez... sont toujours ouvertes. Je pense que plein d'entreprises ont muté sur Zoom, comme nous aujourd'hui. Donc ça, pour nous, c'était très important. Ensuite... il y a eu des enjeux de communication très fortes. Depuis le début de l'épidémie, ce qu'on a voulu faire, c'est être vraiment, comment dire, enlever en fait la surcharge d'informations que les salariés avaient. On avait beaucoup de surcharge, notamment sur la partie qu'est-ce qui se passe avec l'épidémie, la partie économique des entreprises, le télétravail, les chômages partiels, etc. Et du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est être un peu les traducteurs, en tout cas l'équipérage de toutes ces informations, les passer en jargon plus l'IFEN, les partager avec les managers, avec les équipes. Et du coup, on l'a fait via Notion, très ouverte. On a commencé à échanger très, très rapidement aussi avec les CSE, depuis les débuts pour les expliquer l'évolution des situations qu'on avait en allemand, l'activité, les équipes, etc. Et très tôt aussi, en tout cas nous, on a voulu clarifier notre position RH selon certains sujets qui peuvent inquiéter certains salariés. Donc, très tôt, on a clarifié notre position par rapport au recrutement qui était en cours, par rapport à la période d'essai aussi des personnes. C'est quelque chose que nous, on a voulu faire pour éviter, en fait, que ça se rajoute dans cette notion de stress. Effectivement, il y avait des rituels plus à grand niveau, comme assurer une cellule avec les membres du COMEX. Mais notamment, ce qui a été important pour nous, c'est aligner les pratiques entre les managers. On a, si je ne me trompe pas, une vingtaine de managers aujourd'hui. Effectivement, chacun a des fonctionnements différents, mais c'est vraiment d'assurer que tout le monde mettait au moins certains éléments en place, comme les daily COVID, ou le Senti meeting, 5 minutes, un daily pour assurer les touch points. Définir vraiment les cadres et comment on travaille. Donc, effectivement, c'est dire, OK, dans cette équipe où 80% c'est des personnes qui ont des enfants, il n'y a pas de souci, on va faire des aménagements de temps de travail ou à telle heure, on sait que cette personne, elle doit partir. Donc, effectivement, d'avoir un cadre très clair pour qu'on puisse travailler sans souci. Et on a beaucoup mis l'accent sur la documentation asynchrone pour plein de sujets, parce qu'effectivement, au début de cette épidémie, tout le monde pouvait tomber malade, s'absenter ou n'importe. Et du coup, le focus, c'était vraiment d'assurer que les partages d'informations étaient là pour toutes les équipes. Le dernier challenge, en tout cas pour l'IFEN, c'était vraiment de gérer une entreprise à deux vitesses. Donc, comme je vous disais, on avait les core business, que c'était l'envoi de documents, mais qui est vraiment au ralenti. Et pendant l'épidémie, nos hôpitaux, nos cliniques et nos praticiens, ils nous ont demandé effectivement de peut-être mettre en place une application pour un suivi à distance des patients. On l'a fait et ça nous a obligé à diviser l'équipe en deux. Donc, on avait une équipe qui était au ralenti, il y avait une autre qui était en vitesse maximale. Et du coup, le focus était vraiment de ne pas laisser cette équipe qui était au ralenti avec ce sentiment de se laisser des côtés, de ne pas avoir l'attention. Donc, on a vraiment dit, notre CTO, tu prends la casquette des CEO de core business, tu gères avec tes leads, tu es capable de maintenir l'activité à flotte. Et quelque chose qu'on a aussi mis en place vraiment, c'était le fait de diviser en fait toutes les communications. On donnait une news sur les core business et sur l'IFEN COVID, mais avec le même niveau d'enthousiasme et de détails, parce qu'il fallait aussi reconnaître, et il faut aussi reconnaître que même si on n'est pas sur la vitesse maximale, les gens ils sont encore en train d'avancer sur plein de sujets. Donc, ça, c'est plutôt pour nous chez l'IFEN. Je pense que maintenant, c'est Jennifer qui va parler.
Ouais, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, Pardon, Richard. juste avant, pardon. Merci beaucoup, Maria. Euh, Si vous avez des questions pour Maria, pour Mara ou pour Jennifer, n'hésitez pas de le poser dans le chat. Et je vais les regrouper et poser les questions à la fin. Voilà, merci. ok. Bonjour à tous. Donc, je suis Jennifer Boss. Donc, je suis Chief People Officer au sein d'IBAN First depuis également 1 an et demi maintenant. Donc, IBAN First, c'est plus de 160 collaborateurs répartis sur plusieurs pays. La France, notamment Paris-Dijon, la Belgique avec Bruxelles-Anvers, les Pays-Bas et l'Allemagne. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit une situation assez inédite comme tout le monde, mais il faut aussi savoir que IBAN First étant une plateforme de services financiers qui permet d'effectuer pour les entreprises des paiements à l'international, on fonctionne vraiment en salle de marché. Et donc, du coup, toutes nos équipes travaillent vraiment en présentiel habituellement. Et le télétravail était quelque chose de très peu utilisé de par notre activité. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on a dû tester lors de sa mise en place avec cette situation de confinement. Donc, nous, 52% déjà de nos équipes sont en activité partielle et les 48% restants, en fait, sont en télétravail. Donc l'idée, en fait, c'est pas uniquement pour les populations en télétravail, mais vraiment toutes les populations de pouvoir, comme il est noté sur la slide, renforcer ce sentiment d'appartenance à l'équipe et surtout ne laisser personne de côté, que ce soit les nouveaux collaborateurs, les collaborateurs existants, le management, vraiment tout le monde. Et donc pour ce faire, on a mis en place plusieurs petits éléments. Donc premièrement, en fait, on a créé un groupe WhatsApp qui nous permet de partager plein de choses. Ça peut être des photos, ça peut être des blagues, on peut se faire des petits challenges entre nous. On célèbre les anniversaires, on envoie des news, on accueille aussi des nouveaux collaborateurs. Voilà, donc ça marche vraiment bien. Tout le monde est vraiment très actif sur ce groupe. Ensuite, tous les soirs, depuis le début, depuis le 18 mars maintenant, notre CEO, Pierre-Antoine Dussoulier, envoie une newsletter très complète auprès de l'ensemble du groupe avec tous les différents challenges que l'on a surmontés, des études de marché, des news concernant le Covid, comment est-ce que ça avance, des petits challenges. Voilà, vraiment pour permettre aux collaborateurs de continuer à rester connectés avec la société. Ensuite, on a décidé, pour prévenir effectivement les risques psychosociaux, de participer financièrement à une app de méditation, donc notamment Petit Bambou. On a également pensé à implémenter Klein, qui est une toute nouvelle plateforme de partage de contenu sur tout type de thématiques. Donc ça, c'est en cours. Et alors, si on peut passer à la slide suivante, ce qu'on a également fait, c'est qu'environ toutes les 2 semaines, on organise des visios le midi, généralement, c'est en fonction de la disponibilité des personnalités, avec des personnes vraiment de tout type d'horizon pour qu'ils nous partagent en fait leurs bonnes pratiques pendant cette situation de confinement. Donc, on sponsorise notamment Romain Grosjean, qui est pilote de F1, qui nous a fait part en visioconférence de sa façon de vivre ce confinement, quels étaient ses petits rituels, etc. Comment est-ce qu'il gérait la relation à distance avec son équipe de F1. On a eu également le chairman de notre board, Denis Malamatinas, qui nous a partagé également ses bonnes pratiques, et Marc Fiorentino, qui est un spécialiste des marchés financiers, qui est également le fondateur de Mon Financier, qui nous a donné sa vision justement de cette crise, de comment est-ce que ça allait avancer. Et à côté de ça, on organise régulièrement des webinaires justement sur l'avancement du marché. Côté HR, en fait, régulièrement, nous, tous les quarters, en fait, on mesure en fait la satisfaction des collaborateurs. Enfin, tous les quarters, pardon, tous les 6 mois. Et donc, du coup, via notre outil qui est Bamboo HR, on a relancé un NPS pour mesurer le taux de satisfaction des collaborateurs, voir ce qui fonctionnait bien, voir où étaient les gaps, ce qu'il fallait qu'on fasse pendant cette situation de confinement.
Et à côté de ça, on réalise également des town halls assez réguliers avec notre CEO, avec également la possibilité de poser des questions et puis d'avoir des réponses très rapidement sur justement l'avancement de l'activité partielle, l'avancement justement de combien de temps on va rester en télétravail. Donc, on fait des plans réguliers toutes les 2 semaines pour donner de la visibilité aux collaborateurs. Et nous, c'est vrai qu'on est très dépendant de notre activité commerciale. Donc, voilà, donc on communique beaucoup par rapport à ça pour essayer de limiter les facteurs de stress auprès des collaborateurs, car c'est vraiment une situation inédite. Ensuite, toujours en termes de communication, donc moi en tant que RH, donc il faut savoir que toute mon équipe, donc nous au niveau des recrutements, en fait, on a pour l'instant limité et interrompu nos recrutements. Donc mon équipe est en activité partielle, donc je suis la seule à poursuivre en fait les relations avec les collaborateurs. En revanche, côté onboarding, les recrutements qui étaient bien avancés et les collaborateurs qui devaient nous rejoindre. Donc, on a vraiment fait en sorte de garder le contact avec eux. Je sais que c'est un sujet sur lequel on reviendra par la suite, mais voilà, on a essayé de décaler les onboarding pour accueillir au mieux les collaborateurs. Et de toute façon, je reste également en contact régulier avec chaque employé pour répondre à leurs questions, m'assurer que tout va bien. Donc, ils savent qu'à n'importe quel moment, via Teams, via email, via texto, via téléphone, ils peuvent me contacter. Ensuite, on a mis en place un daily avec les membres du COMEX. Donc, on a tous les matins pour prendre le pouls un peu dans chaque équipe, puis savoir comment les gens vont, s'ils ont des questions, ce qu'on peut mettre en place pour les accompagner. Et puis également travailler sur l'avancement de notre plan de télétravail et d'activité partielle. C'est vraiment là, lors de ce daily, qu'on prend les décisions importantes pour accompagner cette situation. Et ensuite, au niveau des managers, en fait, on s'assure que chaque responsable de département soit en contact régulier avec ses équipes. Et justement, on a fait en sorte de renforcer le lien avec eux en démultipliant en fait les meetings avec les collaborateurs. Donc, il y a des meetings de travail pour les personnes qui sont en télétravail et pour les personnes qui sont en activité partielle, c'est vraiment pour conserver du lien avec eux et s'assurer que tout va bien. Et ensuite, pour des questions plus administratives et plus factuelles, donc en fait, on a réalisé un FAQ aux alentours du 18 mars pour expliquer ce que c'était que cette situation d'activité partielle, quels étaient les enjeux pour les collaborateurs et ainsi répondre à l'ensemble des questions qu'on avait pu recenser pour justement essayer de les rassurer au mieux. Voilà. Mara. Yes, ça c'est moi. Donc bonjour tout le monde, moi je suis Mara, je suis DRH de Alchemix, qui est en fait une start-up tech qui crée une solution de collaboration dans le monde du retail entre marques et distributeurs. On est à peu près 90 personnes et moi de mon côté ça va faire presque 3 ans que j'y suis. De notre côté, on avait très peu de personnes qui étaient en télétravail d'une manière permanente. Donc, on était plutôt tous réunis dans le bureau de Paris. Donc, c'est vrai que c'était une situation qui était assez compliquée de passer sur le télétravail à temps plein. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un grand effort dessus. Et donc là, je vais vous parler de quelques efforts qu'on en a fait. Donc tout d'abord, comme Maria et Jennifer, on a veillé pour le bien-être de nos équipes. Concrètement, comment est-ce qu'on a fait ça? On a envoyé on envoie un sondage quotidien obligatoire avec 5 questions, donc quelque chose qui peut être rempli dans les 2 minutes. Où en fait, les premières 2 questions, c'est des questions de KPI qui ne changent pas. Comment est-ce qu'on fait des questions de KPI? C'est de faire des échelles de 1 à 10 ou des choix multiples. Donc, sur ces questions qui ne changent pas, ça sera facile de les traquer, de les suivre et de les voir évoluer avec le temps. Et en fait, la dernière question, c'est une question entre guillemets fun qui change quotidiennement pour encourager la participation à ce sondage-là, parce que les réponses de cette question fun se voient sur notre channel Slack.
Et des idées de questions, ça peut être une recette facile que tu vas manger ce soir, une photo de toi en bébé, un fun fact sur un animal. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Et vraiment, le but, c'est que les gens puissent continuer à remplir le sondage pour qu'ils voient qu'il y a des changements qui se fait sur ce sondage-là. Et en fait, nous, en parallèle, à l'échelle du COMEX, on regarde l'évolution de ces KPI. On crée des next steps par rapport à soit des personnes concernées ou des équipes, selon ce qui sort de ces sondages-là. Et en fonction de ça, on met un plan d'action. Et là, je veux vraiment surligner l'importance des managers parce que ce type d'effort ne peut pas rester qu'à l'échelle RH, parce que les RH peuvent faire tous les actions du monde. Mais la réalité, c'est que quand c'est décentralisé et quand c'est les managers qui font des efforts relatifs à leurs équipes, ça a beaucoup plus d'impact à ce niveau-là. Next slide, s'il te plaît. Ensuite, on a renforcé le sentiment d'appartenance d'équipe. Donc, comme je disais, on était tous dans le bureau à Paris, donc on avait beaucoup d'occasions d'échanges d'une manière informelle. On a choisi de garder en fait tout ce qu'on faisait d'une manière informelle, mais plus passer sur… nous, on est sur Hangout, on n'est pas sur Zoom, donc de les passer sur Hangout. Donc, on a gardé les pots de départ. On a créé un coffee room virtuel comme Maria et Jennifer. On fait des teams apéro, donc tout sur Hangout. Et en plus de ça, on a ajouté des nouvelles initiatives sur Slack plutôt. On a j'ai mis en place un bot qui s'appelle Donuts, peut-être que certains connaissent, qui est un bot sur Slack qui permet le pairing de personnes qui sont dans ce channel Slack pour que ces personnes-là puissent avoir un café en remote. Donc ça, c'est une manière un peu informelle et un peu plus naturelle de parler avec des gens qui ne sont pas forcément dans notre équipe directe, qui ne sont pas forcément nos managers. Mais c'est des gens avec qui on parlait, par exemple, dans des pots de départ ou dans des apéros ou en faisant notre café. Donc, ça encourage cette partie-là de communication informelle. On a créé des Slack channels de Remote Parent, Remote Sport, Food et Fun Remote. Et j'ai remarqué qu'en fait, ces channels-là sont très suivis. Il y a beaucoup de best practices qui sont partagées, que ce soit sur des recettes faciles pour des gens qui n'ont pas l'habitude de cuisiner ou de sport qu'on peut faire le 7-minute challenge qui a beaucoup plu à des gens qui ne font pas de sport ou des idées de partage pour les parents qui ne savent pas quoi faire avec leurs enfants / des photos. Donc voilà, on partage plein de mimes dessus, etc. Et pour un peu regrouper tout ça, j'envoie chaque mardi un Team Building Digest de tout ce qui a été dit, plus ou moins, sur ces channels-là. Et avec un but vraiment de centraliser tout ce qu'on peut trouver d'une manière décentralisée sur les autres channels. Et comme ça, au moins, ça donne une idée centrale où trouver l'information. D'un autre côté, sur la communication formelle qu'on faisait déjà, on l'a davantage renforcé. Et donc, à ce point-là, le management, les deux founders envoient des messages de motivation quasiment chaque semaine. Pareil pour des business updates hebdomadaires. Donc là, c'est pour dire où est-ce qu'on est par rapport à notre business, par rapport à nos objectifs, qu'est-ce qui a changé, etc. Et ça, c'est vraiment différent que les points d'entreprise qu'on faisait déjà. Donc, on faisait déjà un all hands chaque 2 semaines. On faisait déjà un all business chaque 2 semaines. Pareil pour les all tech. Donc là, on a gardé ce rythme de points à l'échelle de l'entreprise qui sont formels, informatifs, etc. On a gardé ce qu'on faisait, c'était des beer and press les mardis à 17h avec un but de donner la parole à n'importe qui pour partager un sujet sur lequel cette personne travaille ou un livre que cette personne a lu qui peut être intéressant pour les autres. Comment bien dormir, un projet sur lequel la personne travaille un peu dans son coin.
Et l'idée, c'est vraiment de partager ce projet-là avec les autres pour que les autres puissent savoir sur quoi cette personne travaille. Et en fait, on l'a multiplié. Donc là où auparavant, c'était que les mardis, maintenant, c'est et les mardis et les vendredis. Les vendredis, j'essaye que ce soit un sujet un peu plus light. Vendredi dernier, par exemple, c'était la méditation. Donc ça permet d'aller au week-end d'une manière un peu tranquille. Et si j'ai un tip à donner, c'est d'éviter de replanifier toutes ces communications formelles parce que ça peut envoyer un message un peu négatif aux équipes d'un point de vue de priorisation de comment est-ce qu'on gère ces situations de remote. Au début du confinement, j'ai assisté à plein de webinaires, j'ai lu plein d'articles sur comment faire le travail à distance parce qu'on était une équipe qui en faisait pas vraiment, qui en faisait d'une manière exceptionnelle. Et je regroupais tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu apprendre sur une seule page que j'ai appelée How to Win from Home, donc avec un tournage un peu positif, qui collecte donc par sujet, qui regroupe ce que j'ai pu lire par sujet, avec des tips à chaque fois. Donc, par exemple, avoir des chaussures de travail, les mettre au début de la journée et les enlever à la fin de la journée. Donc, ça, c'est typiquement un tip que je donne pour avoir une organisation bien claire à sa journée-là et de pouvoir bien la commencer et la finir. Après, il y avait aussi des tips de comment gérer un meeting. Par exemple, avoir un PowerPoint quand il faut prendre une décision, parce que c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus facile à suivre quand on prend une décision d'avoir un support. Dans le sens d'un PowerPoint. J'ai aussi inclus un rappel de quels moyens utiliser pour communiquer. Donc, nous, on faisait déjà tout sur le cloud, donc ça ne nous a pas vraiment dérangé. Mais par exemple, s'il y avait des gens qui se sondaient, est-ce que j'utilise notre wiki interne, notre Jira ou Slack pour communiquer un tel message, ben, cette page-là peut les aider. Et aussi une définition un peu rapide à bonne intelligence de comment utiliser Slack. Par exemple, ne pas utiliser des caps quand on parle à des gens, même si on est énervé, c'est jamais une bonne idée. Ou par exemple, ça c'est quelque chose qui me dérange spécifiquement, ne pas demander « Hello, comment ça va ?» et attendre la réponse avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc des tips de bonne logique comme ça. Et aussi, cette page inclut des réunions et comment les utiliser d'une manière efficace, comment utiliser le temps d'une manière efficace et comment les rendre le plus naturel possible. Par exemple, activer sa vidéo, ça doit être le défaut. Ça doit être le default choice. Par exemple, pour les meetings, ce que j'ai pu lire, c'est que les meetings les plus courts sont les meetings les plus efficaces. S'il n'y a pas de décision à prendre, ça n'a pas de sens d'avoir un meeting. Donc, les meetings, c'est vraiment pour une décision. Donc, vraiment donner du sens à ce niveau-là. Et c'était un bon rappel pour des gens qui ne savent pas vraiment comment travailler de chez eux, qui n'ont pas l'habitude de le faire. Et voilà, ils peuvent utiliser cette page comme référence quand ils ont une question. Il y a 2 semaines, je me suis dit que ça sera bien de créer une comparaison entre avant le Covid et après le Covid en termes du remote. Et donc, j'ai fait ça d'une manière de heat map en comparant avant et après sur ces 8 variables-là. Et j'ai demandé à l'Excom de mettre des color codes sur chacune de ces variables-là. Donc, chaque équipe avait une colonne et avait donc un color code par rapport à chaque variable-là. J'ai fait pareil pour l'équipe R&D et j'ai fait pareil pour l'équipe Sales et Marketing. Le but, c'est de comparer comment on était, comment on est aujourd'hui par rapport à comment on était quand on était dans les bureaux. Par exemple, est-ce qu'en remote decision making, on est plutôt vert, donc est-ce que ça se passe mieux aujourd'hui? Est-ce qu'on est plutôt orange, donc c'est pareil, ou est-ce qu'on est plutôt rouge? Ça se passe pire aujourd'hui que ce que c'était avant parce que les gens ne se sentent pas autorisés à prendre des décisions, parce qu'ils ont toujours besoin d'un peu de soutien, etc.
leadership, est-ce qu'on garde un bon niveau de communication à l'échelle de l'entreprise? Est-ce qu'on sent que la direction vers laquelle on va aller est toujours claire, etc. Et donc ça nous permet de faire des actions à l'échelle de l'Excom, à l'échelle de l'équipe R&D, à l'échelle de l'équipe Sales et Marketing par rapport à un variable en particulier. Et par exemple, ce qui est sorti de ça, c'était que l'équipe R&D trouvait qu'on peut faire quelque chose sur les meeting efficiency. Et donc, on a beaucoup discuté ensemble qu'est-ce qui était le problème. Et ensuite, on a créé une page dans notre outil interne de comment rendre les meetings le plus efficacement possible avec des types, etc. Donc là, on a fait un peu plus de deep dive sur le meeting efficiency par rapport à ma première page qui était beaucoup plus générale. Et on va la communiquer cette semaine ou la semaine prochaine pour répondre à ce type de questions. Mais je trouve que c'est bien de prendre un peu de recul maintenant que ça fait 2 mois qu'on est en confinement pour savoir vraiment qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche un peu moins bien et où est-ce qu'on peut mettre plus d'efforts pour que le côté remote peut marcher le mieux possible. Voilà. Bon, merci beaucoup, Maria, Mara et Jennifer. Si je résume vite fait, on pense que c'est important pour les RH de assurer un suivi pour les santé morale et physique. Et je pense que là, c'est très important de souligner, on a des collaborateurs dans des situations très, très différentes. On peut avoir quelqu'un dans la campagne, dans une grande maison avec la famille, je ne sais pas, avec une terrain de tennis, mais on peut aussi avoir quelqu'un seul dans un appartement de 18 mètres carrés à Paris. Et ces 2 personnes-là, ils ne vivent pas le confinement de la même façon. Deuxième, c'est de créer ces moments collectifs qui, je pense, c'est souvent lié à la culture de l'entreprise. Si vous avez déjà les événements collectifs ou des moments collectifs avant le confinement, il faut le remplacer pendant le confinement. Communication, je pense que c'est évidemment assez important pour rassurer les équipes et également avoir les règles communes pour optimiser le travail, l'efficacité de chacune qui prennent en compte évidemment les différentes situations. Et dernier, il faut évidemment prendre le recul et tirer les bons enseignements pour après le confinement. Alors, merci beaucoup pour toutes les questions. Je vais les attaquer tout de suite. Alors, je ne sais pas comment garder la motivation des collaborateurs, notamment les commerciaux. Je ne sais pas entre vous qui a plus de commerciaux. Jennifer, tu es sur mute. Oui, vous m'entendez? Oui. Ouais. Alors, du côté d'Iban First, c'est vrai qu'on a beaucoup de commerciaux et qu'en plus, on en a quand même placé beaucoup en activité partielle. Donc, en fait, pour essayer de garder la motivation de ces derniers, ce qu'on a fait, c'est vraiment le fait de poursuivre l'analyse des tendances de marché, de voir comment est-ce que l'évolution de l'activité fonctionne, leur donner de la perspective quant à l'après-confinement, faire des points réguliers. Comme j'expliquais, on a démultiplié en fait les réunions, les calls avec ces derniers pour les tenir sans cesse mobilisés et au fait de l'avancement du plan qu'on a pu mettre en place. Et à côté de ça, il y a effectivement le fait de garder du contact avec tout le reste de l'équipe et tout le reste des fonctions, pas uniquement au sein du département commercial, mais avec l'ensemble des autres fonctions de la société. Ok, super. Mara, peut-être pour toi, je pense que les équipes sur chômage partiel aussi. Quelles sont les limites en fait juridiques entre le chômage partiel, où des gens ne sont pas censés de travailler, mais aussi de maintien le lien? Comment tu assures en fait de ne pas abuser de communication? En fait, nous, nos équipes aujourd'hui ne sont pas en chômage partiel. Par contre, peut-être je vais répondre. Ouais, Maria va pouvoir répondre plus tard, mais juste pour revenir à la question du sondage quotidien,
parce que j'ai vu que sur le chat, il y avait quelques questions dessus. Donc, le sondage quotidien, on l'envoie sur Google Form. Donc, vraiment, le forme le plus simple, le plus minimal possible. Et sur Google Form, on peut avoir les réponses sur un spreadsheet. Et donc, de ce spreadsheet-là, on peut ensuite faire des petits charts pour voir l'évolution sur tout ça. Et il y avait une question, par contre, par rapport à la vie privée, vie publique, et où est-ce que ça se limite quand on est en remote avec tous ces channels-là, avec toutes ces questions de partage. En fait, les gens qui ont envie de partager peuvent partager, et les gens qui ne sont pas vraiment à l'aise à partager tout ça ne partagent pas. Par exemple, les photos de leurs enfants, j'ai eu des personnes qui n'étaient pas vraiment à l'aise à partager des photos de leurs enfants. Évidemment, on n'oblige pas. Les gens qui ont envie de partager, partagent. Les gens qui ont envie d'avoir un contact, partagent et répondent à la dernière question qui est la fun question. Mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Oui, j'ai juste pensé, en fait, chez Malte, on a lancé on fait beaucoup des initiatives. On a vu, il y a certains où des gens n'étaient pas trop chauds, en fait, mais il y a certains où tout le monde, très, très vite, ils sont assistés, participés. Et je pense, dans ces façons-là, oui, on n'a pas la réponse parfaite parce que les lignes perso-pro pour une personne, ça peut être très différent pour une autre personne. Ça dépend aussi sur la population. Mais je pense des gens, ils apprécient quand tu testes, quand tu essaies des choses, et s'ils n'ont pas envie de participer, c'est pas grave. Il y a peut-être un autre moyen de communiquer qu'ils préfèrent. Ils vont être plus proactifs dans ce sens-là. Absolument. Et des fois, en fait, je suis assez étonnée du nombre de personnes qui partagent leurs réponses sur la fun question. Par exemple, je pense que celle qui a eu le plus de réponses, c'était une photo de vous en bébé. Je pense que ça rend les gens beaucoup plus humains quand on les voit dans leur format bébé de se demander est-ce qu'ils se ressemblent toujours ou pas. Et il y avait une autre question qui m'a étonnée sur combien de personnes ont partagé, c'est est-ce que vous pouvez nous montrer votre plante préférée? Et en fait, les gens sont très attachés à leur plante chez eux. Et du coup, ça crée un lien avec ces personnes-là. On voit un autre côté de comment ils vivent. On voit un autre côté de qu'est-ce qui leur rend humains, entre guillemets, à la fin de la journée, parce qu'ils sont chez eux, ils sont confinés, un peu comme tout le monde. Okay. On a discuté pas mal des outils et des tips. Il y a deux questions, je vais reformuler pour avoir une question. Imaginez demain, cet après-midi, vous avez une manager qui vous appelle pour les tips concrets, les do and don't. Qu'est-ce que tu dis à une manager d'une équipe aujourd'hui? Je peux répondre très rapidement parce que c'est effectivement une question qui m'a été posée en direct par mes managers. Je pense que les don'ts à jamais faire, c'est ne pas tomber dans les flicages, notamment des équipes qui n'ont jamais travaillé en remote. Je pense que ce que je les ai dit, c'est je sais qu'il faut valider que les éléments avancent ou les projets avancent, mais il ne faut pas tomber du coup dans les to-do list. Est-ce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça? Donc du coup, ça c'est un plus gros don't do it. Par contre, comment assurer que tout avance sans rentrer dans ce côté-là, c'est vraiment ce que je les ai dit, les conseils que j'ai donnés, c'est aujourd'hui, il ne faut pas faire comme, c'est pas business as usual parce que c'est pas business as usual. Pour les entreprises notamment qui n'ont jamais travaillé en télétravail, c'est encore un autre élément à garder en tête. Donc, quels sont les éléments vraiment qu'il faut faire avancer? C'est quoi les éléments pertinents? C'est quoi les éléments qui font du sens de faire avancer à distance? Et selon ça, tu définis très clairement des objectifs pendant cette période de confinement pour les faire avancer. Donc, ça, c'était mon premier conseil. C'est quoi les éléments dans ce contexte qui sont clés qu'il faut faire avancer? Et je pense qu'il faut aussi, dans les managements à distance notamment, il faut responsabiliser les équipes, mais garder en tête que c'est une situation différente pour tous. Donc, c'est très différent quand un salarié à nous dit bon, tel projet, je ne l'ai pas fini, etc. C'est très différent les messages qu'on envoie quand on dit bon, c'est pas grave, je comprends. C'est en mode OK. Mais c'est différent si on dit je comprends que la situation est différente, est difficile. Par contre, si tu trouves une difficulté, il faut que tu lèves la main. Donc, c'est plus je te responsabilise, je comprends ta situation, mais on a acté depuis le début que c'était un élément
important à faire avancer. Je ne te flique pas, mais par contre, tu es responsable. Donc, c'est plus une dynamique différente dans laquelle il faut rentrer. En tout cas, c'est le conseil que j'ai donné. Et vraiment, quand on manage à distance, il faut que ça soit vraiment une situation de confiance parce que j'ai par exemple des salariés qui sont confinés avec ces 3 enfants à Paris. Je peux comprendre qu'ils ne vont pas être disponibles toute la journée. Donc, il faut juste avoir cette notion de faire confiance aussi aux équipes. Ok, super, merci beaucoup. On a eu 2 questions. Qu'est-ce que c'est un town hall? Qu'est-ce que c'est un MPS? Je pense que le MPS c'était répondu dans le chat. Une town hall, qu'est-ce que c'est pour vous et comment vous gérez ça aujourd'hui à distance? Ouais. Alors, nous, côté IBAN First, donc en fait, le town hall, en fait, c'est le fait d'avoir une communication avec l'ensemble des équipes, donc via notre outil de visio qui s'appelle Teams. Et donc l'idée, c'est que le fondateur, qui est également CEO d'IBAN First, Pierre-Antoine, communique justement sur les nouvelles à propos de la société, comment est-ce qu'on avance pendant l'activité partielle. Ça permet de soulever des questions que les collaborateurs pourraient se poser. Quels sont les next steps? Voilà, ça permet nous, on a mis en place ces conférences calls avec l'ensemble des équipes, qu'elles soient en activité partielle ou bien en télétravail. Alors attention, c'est pas défini comme du travail, hein. C'est juste pour on a mis en place ces conférences calls là juste pour garder du lien et tenir informés les collaborateurs et pour s'assurer qu'ils ne se sentent pas mis à l'écart pendant cette situation inédite. Ok. Considérez-vous, il y a quelqu'un qui a parlé de méditation, je pense, via une appli. Considérez-vous le temps de méditation, par exemple, mais il y a des autres choses sociales, sport, etc. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça fait partie du temps du travail ou c'est pour le collaborateur de faire avant ou après le travail? Alors, côté IBAN First, en fait, on responsabilise nos collaborateurs, hein. Les 3/4 sont au forfait jour, libre à eux d'organiser leur temps de travail. Alors, bien entendu, il y a quand même des plages de travail plus simples à définir pour ceux qui sont en télétravail. Mais non, c'est pas forcément, c'est pas considéré comme du temps de travail. Après, à partir du moment où ça n'impacte pas leur travail, ils sont libres de le faire à n'importe quel moment. L'idée étant que le travail demandé soit fourni dans les délais impartis. Après, chacun s'organise un peu comme il le souhaite. Oui, et juste un peu lié ça, chez Malte, nous avons partagé un calendrier du chômage partiel pour savoir en fait entre équipes quand les gens sont dispo et quand les gens ne sont pas censés travailler. Ouais. Et on est aussi très libre en fait de comment nous organiser notre agenda. Si j'ai envie de faire du sport et mon seul créneau aujourd'hui c'est à 14h, ok, je vais bloquer, je vais faire mon sport à 14h jusqu'à 15h, etc. Et c'est ok, c'est accepté. On croit beaucoup dans l'autonomie et je pense dans ces moments-là, c'est encore plus important que jamais. Les collaborateurs en chômage partiel, ils doivent être pas sollicités. Attends, pardon, je vais juste bouger mon écran. Du coup, les collaborateurs en chômage partiel ne doivent pas être sollicités pour la moindre communication? Nous, côté IBAN First, on garde du lien avec eux, hein. C'est pas du tout considéré comme du travail. On leur demande absolument pas de fournir du rendu ou voilà. C'est juste de la communication à titre d'information. Répondre aux questions qui pourraient se poser, leur donner de la visibilité sur la suite, le plan d'activité partielle, etc. Mais on ne leur demande absolument pas de travailler. Mais c'est compliqué quand même de ne pas garder du lien et je pense que ce serait une erreur de notre part de ne pas garder du lien en termes de communication avec eux et que ça pourrait plus générer des effets négatifs qu'autre chose. Mais en aucun cas, on leur demande de travailler pendant cette période d'activité partielle. Oui, et juste pour rebondir sur ce que Jennifer dit, nous aussi on a activité partielle. Nous, on a mis beaucoup l'accent sur la communication asynchrone, donc qu'ils ne se sentent pas obligés à être connectés tout le temps, sinon qu'on assure aussi les newsletters ou les autres seulement qui peuvent aller chercher les informations ailleurs.
Donc, et pareil, on ne demande pas de fournir des éléments pendant leur temps partiel. OK. Comment vous gérez les profils qui sont aujourd'hui en période d'essai, qui s'inquiètent? Est-ce que vous les rassurez et les motivez pendant le temps qu'eux-mêmes, ils ont peut-être fait leur onboarding à distance et ils sont maintenant tout de suite au chômage partiel? Alors, nous, on n'a pas recruté à distance, c'est vrai. Par contre, on a eu des arrivées 2 semaines avant les confinements. Et c'est pour ça aussi que nous, très tôt dans la situation, on a fait une annonce publique en disant, voilà, on ne va pas arrêter, mais c'est notre situation personnelle, on ne va pas arrêter des périodes d'essai à cause de la situation économique. Pour nous, ça continue à être une évaluation de performance classique, une période d'essai. Et ce qui a été difficile, c'est les maintenir motivés parce que du coup, ils ne connaissaient pas l'équipe, ils ne connaissaient pas tous les éléments des tâches. Et ça a mérité vraiment un travail assez lourd côté manager, de faire des calls tout le temps, d'expliquer, de rassurer. Ça se fait. Pour le moment, les périodes d'essai qu'on a en cours marchent bien. Mais nous, en tout cas, on a vraiment essayé de valider ces éléments ou de clarifier ces éléments côté l'IFEN, au niveau entreprise, comme ça tout le monde avait les situations claires par rapport à ça. OK, super. Si je peux juste rebondir ce qu'a dit Maria, nous de notre côté, on a eu des personnes qui ont commencé 2 semaines avant le confinement et on a eu des personnes qui ont commencé pendant le confinement. Et c'est vrai que onboarder des personnes à distance comme ça, ça vient avec ses propres challenges parce que les gens ne voient pas vraiment leurs équipes, ne voient pas leurs collègues, voient des noms passer sur Slack, mais ils ne les ont jamais vraiment rencontrés. Par notre process d'onboarding, on essaye de faire en sorte que les nouveaux parlent avec un maximum de gens dès les premières 3 semaines. Et en fait, pendant les premières 3 semaines, ils sont en mode onboarding. Tout le monde le sait. Tout le monde est sollicité par des points pour qu'eux, ils puissent faire leur onboarding, etc. Donc, nous, on n'a pas vraiment changé notre process parce qu'il était déjà possible à le faire à distance. Ce qui n'était pas possible, par contre, c'était, par exemple, de commander d'assurer la livraison du matériel, par exemple l'ordi ou d'autres choses comme ça. Donc, ils ont dû des fois commencer avec leurs ordi perso, ce qui n'est pas idéal. Et ensuite, comme dit Maria, il faut vraiment un management beaucoup plus proche, beaucoup plus suivi, beaucoup plus rassurant avec les nouveaux qui débutent à distance, ce qui n'est pas vraiment une situation facile pour eux. Moi, de mon côté aussi, en plus des points du manager, je m'assure que l'onboarding se passe bien, je m'assure qu'il n'y a pas vraiment de grands bloqueurs, je m'assure qu'ils ont de quoi faire leur meeting, ils savent à qui demander leurs questions, etc. etc. Okay. Il y a plusieurs commentaires et questions. Est-ce que c'est pas dérangeant quand c'est les directions ou les RH qui envoient ces questions ou créent ces chaînes Slack? Juste mon avis là-dessus, en fait, je pense que ça dépend sur l'entreprise et sur la taille de l'entreprise. Nos équipes, je pense qu'on est tous 200 ou moins. Les RH, ils connaissaient plus ou moins tout le monde et c'est plutôt naturel d'avoir cette relation avec des gens. Mais évidemment, si vous êtes une entreprise plus grande, peut-être il y a certaines chaînes Slack qui ne sont pas pour toute l'entreprise, mais une division, une équipe. Évidemment, le but que des gens sont à l'aise de répondre. Je ne sais pas si vous avez d'autres tips vis-à-vis de ça. Je pense qu'effectivement, ça va dépendre de ce qui est pris comme naturel par les gens. Donc, si les RH ou les dirigeants n'avaient pas déjà ce rôle avant le confinement, ce serait effectivement un peu bizarre qu'ils ont ce rôle-là après le confinement parce qu'il n'y a pas une continuité logique. Donc, je partage ce que tu viens de dire. OK. Je ne sais pas si on est limité par le temps, il y a encore des questions. Après 6 semaines de confinement, est-ce qu'on a senti un désengagement des salariés, moins de participants, moins d'enthousiasme pour des challenges, les présences au Slack, etc.? Vas-y, Jennifer, tout.
Pardon. Non, mais alors nous en fait, ce qu'on a constaté, c'est que au plus on consulte les collaborateurs pendant cette situation de confinement, au plus on se rend compte que au fur et à mesure que les jours avancent, les collaborateurs sont vraiment motivés pour retrouver leurs collègues, retrouver les équipes et retrouver un rythme de travail entre guillemets classique avec une reprise de l'activité à 100%. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une réelle solidarité entre toutes les équipes, les collaborateurs et vraiment entre chaque département. Et ça, c'est vraiment super. Et je pense que toute cette situation de confinement, en fait, elle est importante dans le sens où ça nécessite qu'on soit beaucoup plus pointilleux et qu'on fasse beaucoup plus attention aux moindres points de détail. Donc, je pense que ça nous rend quelque part un peu plus forts. Voilà. Ok. On a de temps pour 2 autres questions, je pense. Pour le travail à distance, comment nous accompagner nos managers dans le process? Je sais juste chez Malte, actuellement, on essaie de se communiquer. On dit aux managers, voilà un peu d'informations, c'est pour vous de parler avec ça, avec vos équipes. Ou voilà une communication qui va sauter demain. Peut-être vous allez avoir des questions, c'est pour ça on vous prévient. Vraiment inclure les managers dans ces processus de communication. Je ne sais pas si vous avez d'autres tips pour accompagner des managers dans ce process. Alors, pour les managers en général, nous, en tout cas pour les travail à distance et les collaboratifs, on avait entre guillemets la chance que l'entreprise est déjà assez remote friendly. On est obligé en fait, même notre COMEX est un peu partout en France. Donc nous, on avait déjà cet ADN. Par contre, ce qu'on a fait, c'est vraiment leur donner les bonnes pratiques. On les a fait toute une notion de tous les outils en fait. Quelque chose qui se passe, c'est notre fonctionnement R&D avec les produits et la tech. Il y a beaucoup de brainstorming, etc. Donc, faire un brainstorming des fois avec une mission team des 15 personnes, c'est plus un mission team, c'est plus idéal. Et donc, du coup, ce qu'on s'est rendu compte, et notamment en faisant la plateforme Life in COVID, c'est que dans cette situation-là, c'est mieux de limiter le nombre de personnes et se dire, OK, quelles sont vraiment les personnes clés, 2, 4, et tu fais ton vrai brainstorming comme il faut, parce qu'à 17 sur Zoom, on ne s'entend pas. Donc, du coup, c'est plus, on a dû un peu repenser, et ça nous c'est une question, du coup, j'ai rejoint plutôt Marie et Jennifer sur ça, c'est maintenant les confinements vont arriver, et du coup, on s'est rendu compte que peut-être une équipe aussi grande ne fonctionne pas très bien en télétravail. Est-ce qu'il ne faut pas très découper l'organisation aussi? Parce que je pense que cette situation aujourd'hui fait qu'on se pose des questions au niveau RH, au niveau organisationnel. C'est la nouvelle règlement. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive encore? Donc, on les a accompagnés effectivement sur les outils, sur les bonnes questions, sur les bonnes pratiques. Mais plus que ça, on les a dit, c'est quoi ton but? Il faut pas que tu passes toute ta journée en call, mais il faut que l'école soit pertinente. Donc, c'est quoi, quel est l'équilibre à trouver? C'est en tout cas les conseils qu'on a. Et du coup, on se pose des questions par rapport à les équipes, l'organisation. C'est notre sujet qui est ressorti vis-à-vis de ça. Ok, top. Alors, je prends une dernière question. On peut donner l'impression que beaucoup de ces initiatives-là sont très top-down. Stimuler, vous, les propositions de la base et comment intégrer, vous, ces initiatives-là. Encore chez Malte, la première chose qu'on a fait, c'était créer une nouvelle chaîne Slack juste pour Home Office, où tout le monde, en fait, se gérait des choses. On a aussi créé une bot qui est gérée par moi et quelqu'un de l'équipe tech. Et des gens chez Malte peuvent parler avec ces bots-là aussi pour proposer leurs idées qui peuvent être après intégrées dans les choses proposées par Malte. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées par rapport à ça. Comment être sûr que tout le monde peut proposer les idées? Bah, côté IBAN First, voilà, ils savent qu'ils ont la possibilité tous les jours de proposer de nouvelles initiatives, de nouvelles idées, de nous poser des questions, soit via le groupe WhatsApp, soit auprès de leur manager, soit auprès de moi, soit en parler auprès de leurs collègues. Enfin, vraiment, comme on a démultiplié tous les canaux de communication et que tout le monde reste hyper accessible. Bah voilà, tout le monde se sent libre de faire part de ses opinions, de ses suggestions, de ses recommandations. Et voilà.
Ok, De super. mon côté, si je peux ajouter, je pense que c'est important qu'on puisse donner la base aux collaborateurs pour qu'eux, ils puissent construire en dessus. Et donc, par exemple, par les channels Slack, de les diviser par sujet, ça permet à ce que les gens puissent savoir où partager les choses qu'ils veulent mettre en place, des challenges nourriture, des challenges déjeuner, etc. Au moins, la base est liée. Et eux, ils sont libres à y accéder et à donner ce qu'ils ont envie de partager. Ok, super. Je suis désolé, on n'a pas plus de temps pour plus de questions. Je pense, si tu passes le prochain slide, Mylène, voilà, on a nos adresses mail. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez d'autres questions. Un grand merci à Marie, Amara et Jennifer pour participer aujourd'hui, pour assister. Et merci à tout le monde qui a rejoint cette Malte Academy. Je vous souhaite tous une bonne journée et à bientôt, j'espère, en physique. Merci, Richard. Oui, à Merci. bientôt. Merci, merci. Bonne journée. Bonne journée.